Imaginez une armée qui, chaque jour que Dieu fait, parcourt 20 000 Romains au pas de course. Et elle le fait en tenue de combat complète. Cela représente environ 32 kilomètres. Les légionnaires portent sur leur dos de 20 à 30 kg d'équipement, sans compter leur lourde armure. Et ils doivent accomplir ces marches tantôt dans le froid glacial de l'Écosse, tantôt dans la chaleur torride de la Syrie. Lorsque les soldats romains arrivaient quelque part, ils ne faisaient pas que venir. Ils s'étaient habitués à l'une des conditions les plus rudes que le corps humain puisse supporter. Mais voici le plus fou. Ce n'était que le début. Car, une fois arrivés à destination, ils ne s'effondraient pas pour se reposer. Par-dessus cette marche infernale, ils étaient obligés de construire un camp fortifié en partant de zéro absolu. Une question légitime se pose. Pourquoi exactement 20 000 ? Pourquoi pas moins ? Pourquoi faisaient-ils cela presque tous les jours ? Et surtout, pourquoi l'armée romaine insistait-elle de façon si maniaque sur ce rythme de marche précis ? Parce que pour eux, ce n'était pas un simple déplacement de routine d'un point A à un point B. Pour eux, la marche était une arme, une forme d'entraînement continu. Et sans doute, l'une des différences les plus significatives qui distinguait Rome de toutes les autres armées. Nous allons maintenant analyser ensemble pourquoi cette marche était si cruciale pour Rome et comment exactement elle est devenue leur plus grand avantage tactique. La distance de 20 000 n'a pas été choisie au hasard. C'était le résultat d'un calcul militaire froid et minutieux qui équilibrait parfaitement vitesse, endurance et efficacité opérationnelle. La journée d'un légionnaire romain commençait à l'aube. Après la routine matinale, l'inspection des armes, la distribution des rations, le démontage des tentes et le remballage du camp, la colonne se mettait en route. Le rythme de marche standard était d'environ 3000 à l'heure sur une bonne route et un peu moins sur un terrain accidenté. À ce rythme, parcourir 20 000 prenait environ 7 heures de marche pure. 7 heures de marche, plus le temps de démonter le camp le matin, plus le temps de construire un nouveau camp le soir. Il n'y avait tout simplement pas de temps en trop dans la journée. Et c'était fait exprès. Une armée qui arrive à son campement du soir pleine de force est une armée qui a marché trop lentement. Une armée qui arrive si épuisée qu'elle ne peut pas ériger de défense est une armée vulnérable, en danger de mort. 20 000 était ce juste milieu qui poussait la légion romaine au bord de l'épuisement productif. Les soldats étaient juste assez fatigués pour dormir comme des souches, mais pas au point d'être physiquement incapables d'accomplir leur service du soir sur le chantier. Le théoricien militaire Végès note que l'étape journalière standard, iter iustum, était de 20 000, mais il décrit également la marche accélérée, iter magnum, la grande marche, de 24 000, utilisée lorsque la situation opérationnelle exigeait de la vitesse. Il mentionne aussi les marches forcées, capables de dépasser la barre des 30 000 dans des situations extrêmes, mais au prix d'un épuisement physique colossal des soldats. La différence entre ces rythmes n'était pas seulement physique, mais stratégique. Un général qui poussait trop souvent son armée à faire des marches forcées détruisait de ses propres mains sa capacité de combat à long terme. Les soldats, chroniquement épuisés, tombaient plus souvent malades, se blessaient bêtement en chemin
et se battaient beaucoup moins bien lorsqu'ils atteignaient enfin l'ennemi. La marche standard de 20 000 était cet optimum durable, la distance que l'armée romaine pouvait couvrir continuellement des semaines et des mois durant sans se détruire elle-même. Et c'est ici qu'entrait en jeu le célèbre réseau de routes romaines qui multipliait cet avantage. Les voies romaines étaient conçues avant tout pour le transfert des troupes. Elles étaient parfaitement droites, avec un revêtement de pierres solides, une pente calculée pour éviter les montées inutiles, des ponts fiables sur les rivières et des bornes milliaires placées avec une précision maniaque. Une armée se déplaçant sur une route romaine pouvait maintenir son rythme standard, même par un temps exécrable. La même armée se frayant un chemin à travers le hors-piste ralentissait de manière catastrophique. Le réseau routier n'était pas une simple infrastructure, c'était un puissant multiplicateur de force qui rendait la marche standard de 20 000 réalisable dans tous les coins de ce gigantesque empire. Pour vraiment comprendre pourquoi la capacité des Romains à parcourir 20 000 suscite un tel respect, il faut réaliser ce qu'ils transportaient sur eux. Et la réponse choque presque tous ceux qui découvrent ces chiffres pour la première fois. L'équipement de marche d'un légionnaire romain, la sarcina, était l'un des chargements personnels les plus monstrueux qu'un fantassin ait jamais eu à porter en permanence dans l'histoire mondiale. Les estimations modernes, basées sur le poids exact des artefacts trouvés par les archéologues, situent la masse totale de l'équipement d'un légionnaire dans une fourchette de 27 à 40 kg. Ce poids colossal se divisait en plusieurs catégories. Premièrement, les armes personnelles et l'armure. La lorica segmentata, armure à plaques, ou la cotte de maille, un casque en fer, un lourd bouclier rectangulaire, scutum, une épée courte, gladius, et 2 lourds javelots, pila. L'armure seule pesait environ 10 kg. Le bouclier, qui lors de la marche était porté sur une sangle et non au bras, ajoutait encore 5 à 10 kg. Au total, le complexe arme-armure pesait de 15 à 20 kg. Et il fallait le porter sur soi, pas dans les chariots de ravitaillement. Deuxièmement, le matériel de construction. La dolabra, une pioche hachette combinée. La pala, une pelle. Les pila muralia, 2 pieux de bois épais, taillés en pointe des 2 côtés pour la palissade du camp. Et un panier en osier pour transporter la terre. Ces outils n'étaient pas facultatifs. C'est avec eux qu'une forteresse était érigée chaque nuit. Leur poids était fermement intégré à l'équipement de marche standard et ne se discutait pas. Troisièmement, les effets personnels et les provisions. Une réserve de 3 jours de grains et de rations d'urgence. Des ustensiles de cuisine, répartis au sein du groupe de tentes de 8 hommes, le contubernium. Des vêtements de rechange. Une gourde en cuir avec de l'eau ou du vinaigre, posca, et de petits objets du quotidien. La ration alimentaire à elle seule pouvait ajouter plusieurs kilos, selon la distance séparant l'armée de ses lignes de ravitaillement. Les réformes militaires attribuées au consul Caius Marius à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ ont radicalement remanié le système de répartition de cette charge. Avant Marius, les soldats dépendaient fortement des bêtes de somme, sur lesquelles ils déchargeaient leur équipement personnel. Cela engendrait des convois de ravitaillement encombrants et pâteaux, qui ralentissaient l'armée de manière catastrophique et la rendaient vulnérable aux embuscades. Marius
obligea les légionnaires à porter la part du lion de l'équipement sur leur propre dos. Le train de bagages fut considérablement réduit et l'armée devint rapide et autonome. Les légionnaires qui survécurent à cette réforme furent surnommés les mulets de Marius, Muli Mariani. Ce surnom était un mélange de respect réticent et d'humour noir, de soldats qui avaient ressenti ces nouvelles normes sur leur propre dos écorché. Le surnom est resté, et l'image du légionnaire lourdement chargé, avec un bâton sur l'épaule auquel pendaient ses affaires, est devenu l'un des principaux symboles visuels de l'armée de la fin de la République et de l'Empire. Prendre conscience du fait que les soldats romains parcouraient 20 000 par jour avec une charge aussi monstrueuse soulève une question évidente. Comment parvenaient-ils à soutenir un tel rythme jour après jour, semaine après semaine? La réponse réside dans 3 éléments qui fonctionnaient de concert. La préparation physique, une discipline de fer en marche et l'infrastructure routière dont nous avons déjà parlé. La préparation physique commençait le jour du recrutement et ne s'arrêtait jamais. Les recrues passaient de longs mois à atteindre la norme de marche standard. Elles commençaient par de courtes marches à vide, en augmentant progressivement la distance et le poids du sac à dos, jusqu'à être capables de remplir la norme, iter iustum. Végès note avec une sécheresse protocolaire qu'on exigeait des recrues de parcourir 20 000 en 5 heures d'été, ce qui est plus rapide que le rythme de marche standard. C'était fait délibérément pour constituer cette réserve de résistance physique qui serait nécessaire dans une véritable campagne militaire. Les marches d'entraînement avaient lieu 3 fois par mois, en alternance avec la pratique des armes et les travaux de camp. Ce n'était pas de l'exercice physique pour la forme, c'était un système de conditionnement continu qui maintenait la forme de chaque légionnaire tout au long de ses nombreuses années de service. Un vétéran qui était resté dans une garnison tranquille pendant 6 mois pouvait quand même, à tout moment, se lever et marcher 20 000 avec tout son équipement. Tout simplement parce que le programme d'entraînement ne permettait jamais à son corps d'oublier cette charge. La discipline organisationnelle maintenait le rythme prescrit directement pendant la marche elle-même. La colonne romaine avait une structure rigide et immuable. À l'avant, la cavalerie légère et les éclaireurs. Derrière eux, la cohorte d'avant-garde. Ensuite, les forces principales, strictement divisées par unité, suivies des bagages. Et une puissante arrière-garde fermait la colonne. Une telle structure minimisait l'effet accordéon, le fléau de toute colonne en marche, lorsque la formation s'étire puis se resserre, ralentissant le mouvement de milliers d'hommes. Chaque unité maintenait son propre rythme de manière autonome. Les centurions, marchant à côté avec leurs ceps de vigne à la main, veillaient à ce qu'il n'y ait pas de rupture entre les détachements et que la distance fixée soit couverte sans arrêt non autorisé. Les signaux des cornes des cornicines dirigeaient la marche au moment clé. Le signal du départ, le signal de la halte, le signal d'un rassemblement d'urgence. Ces ordres sonores permettaient au général de contrôler la colonne géante, transmettant instantanément les ordres à chaque légionnaire, peu importe où il se trouvait, en tête de colonne ou tout au fond, noyé dans la poussière. L'endurance de l'armée romaine en marche n'était pas un simple outil logistique. C'était une arme offensive redoutable qui façonnait l'issue des batailles avant même que la première épée ne soit tirée. La vitesse de déplacement donnait aux généraux romains des options dont leurs adversaires étaient tout simplement dépourvus. L'ennemi, qui s'attendait à voir les légions romaines à un endroit, découvrait avec effroi qu'elles étaient tout à fait ailleurs. Elles parcouraient des distances
dans un temps qui semblait physiquement impossible aux barbares. Les campagnes de la guerre des Gaules de Jules César sont un exemple classique de la façon dont la vitesse de déplacement, lorsque l'armée couvrait les distances 2 fois plus vite que les calculs de l'ennemi, créait une surprise stratégique, remportant des guerres avant même que le carnage ne commence. La célèbre marche forcée pour secourir Alésia, assiégée en 52 avant Jésus-Christ, a stupéfié les Gaulois par la vitesse à laquelle un mur de boucliers romains a surgi de nulle part. En Espagne, en Afrique, en Grèce, partout et toujours, la capacité de se déplacer plus vite que l'ennemi ne s'y attendait fut cet avantage décisif que César exploita avec une constance effrayante. Mais la marche était une arme dans un sens encore plus subtil. Une armée capable d'avaler 20 000 en une journée, puis de construire un fort imprenable, ne pouvait jamais être prise par surprise pendant la nuit. Chaque soir, peu importe ce qui s'était passé dans la journée, la légion romaine s'endormait derrière des murs et des fossés sûrs. Et cela signifiait que l'initiative stratégique restait toujours entre les mains de Rome. Ils choisissaient eux-mêmes l'heure et le lieu de la bataille, car ils ne pouvaient jamais être forcés au combat en raison de la vulnérabilité de leur camp de marche. Les adversaires incapables de suivre le rythme de marche romain se retrouvaient dans une situation désespérée. Ils ne pouvaient pas imposer un combat aux Romains selon leurs propres conditions, car les Romains partaient simplement marcher dans une autre direction et s'y retranchaient. Ils ne pouvaient pas attendre que les Romains commettent une erreur pendant une halte, car la construction quotidienne du castrat réduisait à néant toute possibilité d'attaque nocturne surprise, la tactique favorite des barbares. La combinaison marche plus camp rendait l'armée romaine stratégiquement quasi invulnérable. Elle ne pouvait être vaincue que dans une véritable bataille rangée en plein champ, et seulement aux conditions que Rome acceptait elle-même. La marche romaine était un accomplissement phénoménal, mais elle avait son prix humain, que les chroniques officielles ne mentionnent que rarement et à contre-cœur. Les problèmes de pied revêtaient un caractère épidémique. La célèbre caliga, la sandale militaire romaine, malgré toute son ingéniosité, semelle cloutée pour une adhérence parfaite, lanière pour l'ajuster aux pieds, excellente ventilation, ne pouvait protéger contre les ampoules en sang, les orteils meurtris jusqu'à l'os et les blessures aux pieds bien plus graves qui s'accumulaient au fil des semaines de marche ininterrompue sur les pierres. Les traités médicaux militaires romains consacrent d'énormes sections aux soins des pieds, et les archives des valetudinaria, hôpitaux, mis au jour, montrent un pourcentage colossal de blessures non liées au combat, directement imputables aux charges physiques infernales de la marche. Les coups de chaleur et de froid étaient un casse-tête constant pour le commandement. L'armure de fer, en particulier la cotte de maille, qui protégeait le légionnaire au combat, se transformait en instrument de torture en marche. Elle chauffait comme une poêle sous le soleil direct de Syrie et gelait instantanément le corps sous les vents glacés de Bretagne. Un commandant qui planifiait de manière incompétente les réserves d'eau, les temps de pause et ignorait les conditions météorologiques pouvait perdre des centaines de soldats d'insolation ou d'hypothermie avant même qu'ils n'atteignent le champ de bataille pour lequel cette marche avait été entreprise. La gestion du moral était un art que les meilleurs généraux romains maîtrisaient à la perfection. Les marches longues et interminables, dans des conditions bestiales, brisaient le psychisme même des vétérans les plus grisonnants. Et c'est là qu'entraient en scène les centurions, l'épine dorsale professionnelle de la Légion. Ils maintenaient le rythme et la discipline par un mélange explosif d'autorité incontestable, d'exemples personnels
il marchait à pied avec tout le monde, et de cette attention humaine, stricte et attentive à chaque soldat spécifique qui transformait une unité militaire sans visage en une véritable famille. Un centurion qui connaissait les noms de tous ces gars, qui savait qui avait mal où et qui se plaignait de quoi, était ce même centurion qui pouvait arracher 5000 supplémentaires à une unité sincèrement convaincue de ne plus pouvoir faire un pas de plus. Réfléchissez-y encore une fois. Peu importe la neige, la boue ou la chaleur torride, imaginez que vous marchez 32 km à pied chaque jour pendant des mois, avec un sac à dos pesant comme un sac de ciment. Et à la fin de chacune de ces journées, ce n'est pas un lit douillet qui vous attend, mais une pelle, une pioche et l'ordre de construire une forteresse à partir de rien. Et Rome ne le faisait pas pour la galerie. Ce qui sonne pour nous comme une torture sophistiquée était pour l'armée romaine une norme quotidienne et ennuyeuse. Le problème principal que Rome devait résoudre se posait ainsi. Comment contrôler un territoire cyclopéen allant des forêts d'Écosse au désert de Mésopotamie avec une armée qui, à un moment donné, ne peut se trouver qu'à un seul endroit? La réponse était d'une simplicité géniale, une vitesse absolue, une endurance surhumaine et un système transformant n'importe quelle halte en un fort imprenable. La fusion de ces trois éléments permettait à Rome de redéployer et de concentrer ses troupes plus rapidement que quiconque dans le monde antique. C'est précisément ce système qui les a rendus véritablement invincibles. Ainsi, la marche de 20 000 n'était pas une simple note de bas de page historique ou un détail logistique. C'était l'une des stratégies les plus fondamentales, révélant la véritable nature de la puissance romaine. Quel détail de la vie de camp des légionnaires vous a le plus frappé? J'attends vos réflexions dans les commentaires. Et si vous aimez ce format d'histoire brute et sans filtre, n'oubliez pas de vous abonner. On se voit lors de notre prochaine plongée dans le monde de la Rome antique.